Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, on va s'intéresser au système interférentiel. Alors, ce sont tout simplement des dispositifs qui permettent de créer des interférences. En fait, ce sont des systèmes qui permettent de créer plutôt des ondes qui sont cohérentes et synchrones, et donc donner naissance à des interférences. Rappelez-vous, on avait dit qu'il y a trois conditions pour obtenir les interférences. La première condition, les deux ondes, ou encore les ondes, doivent être cohérentes. Ça veut dire doivent avoir la même polarisation. Et puis la deuxième condition, les ondes doivent être synchrones. Ça veut dire doivent avoir la même fréquence. Et la troisième condition, bon c'est banal, l'écran doit être placé dans la zone de chevauchement des deux ondes. Les systèmes interférentiels sont vraiment très nombreux, mais on peut les mettre dans deux grandes classes. Il y a ce qu'on appelle la classe basée sur la division de front d'onde, et puis il y a une autre classe basée sur la division d'amplitude. Pour l'instant, je ne vais pas vous dire quelle est la différence entre la division d'onde, enfin de front d'onde et la division d'amplitude. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce que ça veut dire. On va d'abord présenter quelques systèmes interférentiels qui appartiennent à cette classe, puis quelques systèmes interférentiels qui appartiennent à cette classe, et à la fin, on va rappeler ce transparent. Et là, vous allez voir que vous allez comprendre très très vite qu'est-ce que ça veut dire la différence entre les deux classes, qu'est-ce que ça veut dire la division de front d'onde et qu'est-ce que ça veut dire la division d'amplitude. Donc on va d'abord commencer par cette classe, la division de front d'onde. Alors dans cette classe, on va utiliser une source principale qui va donner naissance à deux sources secondaires. Bon, des fois, on va utiliser une seule source. Bon, la source, j'ai oublié de vous dire, elle doit être ponctuelle, ou du moins des fentes qui sont très très fines. Donc, on va utiliser une source principale. Soit elle va, à partir de cette source, on va créer une source qui lui ressemble, donc une copie de la source principale. Alors dire une copie, ça veut dire qu'ils ont la même fréquence et la même polarisation, et donc peuvent créer des interférences. Ou encore, comme dans le cas des fentes de Young, à partir d'une source principale, on a créé deux fentes secondaires. Les deux fentes sont des copies à l'original, à la source principale. Donc la source principale a une certaine fréquence et une certaine polarisation. Les deux sources secondaires ont la même fréquence et la même polarisation. Puisque les deux ont la même fréquence et la même polarisation, eh bien ils peuvent donner naissance à des interférences. Bon, la liste est très grande, la liste des dispositifs qui appartiennent à cette classe-là, elle est très grande. On peut citer les fentes de Young, miroir de Lloyd, bilanti de Billet, etc. Bon, on va présenter trois ou quatre, enfin le premier on l'a déjà étudié en détail. On va étudier aujourd'hui ces trois dispositif, et puis on passe à l'autre classe qui est la division en amplitude. Donc à commencer par le plus simple qui est le miroir de Lloyd. Bon, c'est un dispositif vraiment très très simple, il est constitué par un miroir à l'horizontale comme ça, et puis on a une source placée à une distance A' très petite, 1 mm, 2 mm, quelque chose comme ça, par rapport au plan du miroir. Alors, comme la source est ponctuelle, ça veut dire qu'elle va générer une onde qui est sphérique, ou encore elle va générer un faisceau qui est sphérique. Le faisceau sphérique, il est composé par des rayons qui vont dans tous les sens. Alors, parmi ces rayons, ou encore une partie du faisceau sphérique, eh bien, c'est ce qu'on a délimité avec le bleu. Elle va se réfléchir, donc cette partie du faisceau, tout ce qui se trouve entre ces deux rayons, il va se réfléchir sur le miroir. Ces deux rayons, ils vont vers les deux bords du miroir.
Donc là, on a réflexion de cette partie du faisceau sur le miroir, et puis ce faisceau, il va vers l'écran. On a dit tout à l'heure que la source S ne génère pas que ce faisceau, elle génère en 3 dimensions. Et en particulier, elle génère une partie du faisceau, donc ce faisceau rouge, qui va directement de la source vers l'écran. Comme si on a une onde de fréquence F, après réflexion sur le miroir, la fréquence ne change pas. Si vous avez le rouge par exemple, vous avez la lumière rouge qui va se réfléchir, et bien après réflexion, elle va rester rouge. Donc la fréquence ne change pas. Et la polarisation aussi ne change pas. Si vous avez un champ électrique qui vibre suivant l'axe des X ici, eh bien vous allez avoir la même polarisation. Vous allez obtenir un champ électrique qui vibre toujours suivant l'axe des X. Donc la polarisation ne change pas et la fréquence ne change pas. Donc ce sont les deux conditions pour obtenir les interférences. Donc les interférences, ils vont être ici. Donc on a deux faisceaux, le faisceau rouge et le faisceau bleu, qui ont la même fréquence, ils ont la même polarisation et donc peuvent donner naissance à des interférences ici. Remarquez que si on prolonge ce rayon-là, si on le prolonge et on prolonge aussi ce rayon, ils vont donner naissance ici à une source qui est l'image de S. Donc tout se passe pour un œil qui est placé ici. Tout se passe comme si vous avez de la lumière qui arrive de S et de la lumière qui arrive de S'. Donc tout se passe comme si on n'a pas de miroir, mais on a deux sources, l'une principale et l'autre c'est une image, c'est une copie de S. Puisque c'est une copie, ça veut dire qu'elle a la même fréquence et la même polarisation, et donc on obtient ici les interférences. Donc le miroir de Lloyd, on a le droit de dire qu'il ressemble aux fontes de Young. Il est équivalent au dispositif de Young. Vous avez deux sources S et S' et vous avez un écran. Puisqu'il ressemble ou il est équivalent au dispositif de Young, donc on a le droit de dire que l'intensité ici, sur la zone d'interférence, est égale à 4I0 cosinus carré pi AX divisé par lambda, ce qu'on avait démontré la dernière fois. Donc il garde, ça ne sert à rien de vous dire que si vous tracez le I sur la zone, sur l'écran ici, vous allez trouver des maxima, des minima, etc. L'interfrange, on peut déterminer l'interfrange à partir de cette relation et ainsi de suite. Avec le A, c'est la distance qui sépare S à S', donc elle est égale à 2A', et puis le D, c'est la distance qui sépare la source de l'écran. Donc on a tout. On a l'intensité et puis on a le pi, le A, le X, lambda et D, on peut tracer, etc. Le deuxième dispositif que je vous présente aujourd'hui, c'est les bilentilles de Billet. Alors, bilentilles, ça veut dire deux lentilles. Alors, dans la réalité ou dans la pratique, on a une seule lentille, mais on va la scier, on va la diviser en deux. Donc, on aurait finalement deux demi-lentilles. L1 et L2. Alors, d'où le nom de bilentille. Alors, la 2 demi-lentilles L1, on va la pousser vers le haut, et la demi-lentille L2, on va la pousser vers le bas. Donc, on a ici une certaine distance qui est égale à E. Bon, dans la pratique, il faut cacher le E pour ne pas laisser la lumière passer de S vers la zone d'interférence. Donc on a ici deux demi-lentilles et on a une source ici, la même chose, c'est une source ponctuelle, elle va générer donc une onde sphérique ou encore un faisceau qui est sphérique dans tous les sens. On va s'intéresser uniquement aux parties du faisceau qui va passer à travers L1 et à la partie du faisceau qui va passer à travers L2. Je commence par celle-là. Vous avez donc une source qui génère un faisceau en jaune. Lorsqu'il traverse la lentille, bon, bien sûr, la source ne doit pas être placée à la distance focale F. Sinon, vous allez obtenir ici un faisceau parallèle. Ça ne va pas. Donc, la distance source-lentille
doit être supérieur à f, à la distance focale de notre lentille. Donc vous avez vu en optique géométrique que si vous placez une source principale sur cet axe et vous avez une lentille ou une demi-lentille, peu importe, elle va donner naissance à une source secondaire. Enfin, cette source, c'est l'image de S tout simplement à travers L1. Cette distance de la lentille à S1, c'est ce qu'on appelle P', elle est donnée par rapport à la distance P, la distance qui sépare S de la lentille. Elle est donnée, enfin le P', elle est donnée par cette relation 1 sur P. Le P, il est connu, notre source. On sait où est-ce qu'elle est placée par rapport à notre lentille, plus 1 sur P', c'est ce qu'on est en train de chercher. Ça veut dire la position des sources par rapport à la lentille, qui est égale à 1 sur F. On connaît la lentille, donc on connaît F. Donc je reviens ici. Ce faisceau va donner, cette partie de faisceau, si vous voulez, qui traverse L1, va donner naissance à une source ici, S1, et la même chose, la partie qui va traverser L2 va donner naissance à une autre source, S2. Si vous oubliez maintenant ça, ignorez tout ça. Tout se passe comme si vous avez une source S1, une source S2. Le S1, il génère un faisceau. Le S2, il génère un autre faisceau et ils se chevauchent. Comme ce faisceau est le même que celui-là, parce que le S, lorsqu'elle donne naissance à un faisceau de fréquence F, le faisceau, enfin la fréquence ne change pas à travers la lentille. Donc vous avez ici même fréquence et même fréquence, même fréquence, même fréquence et même fréquence. Donc les deux ondes sont synchrones, ils ont la même fréquence, la deuxième condition des interférences. Donc elle est satisfaite. Et puis la polarisation aussi, elle ne change pas. Si vous avez un faisceau ayant une certaine polarisation, lorsqu'il traverse une lentille, la polarisation ne change pas. Donc vous avez ici deux faisceaux ayant la même fréquence et la même polarisation, et donc ils vont s'interférer. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si on oublie tout ça, tout se passe comme si vous avez deux sources ici, S1 et S2, qui donnent chacune un faisceau, et on aurait de l'interférence ici. Donc on peut dire que le système, enfin les bilentilles de BA sont équivalents au dispositif de Young, puisque vous avez deux sources ici qui éclairent l'écran, et donc l'intensité en un point M de la zone d'interférence est égale à 4I0 cosinus carré pi AX divisé par lambda D. Je commence par D, la plus simple. D, c'est la distance qui sépare les sources de l'écran. On peut dire qu'elle est égale à D', elle est connue cette distance, la distance qui sépare la source de l'écran. On sait où placer S et où placer l'écran. On a le P, c'est connu, c'est la distance qui sépare la source de la lentille. P', elle est également connue. On l'a déterminée à partir de 1 sur P plus 1 sur P' est égal à 1 sur F. Donc P', P' et D' sont connus. D'où l'on tire D très facilement. C'est D' moins P et moins P'. Reste maintenant le petit a. Pour déterminer le petit a, c'est très simple, il suffit d'appliquer le théorème de Thalès à ce triangle, soit le grand triangle ou encore le petit, vous allez obtenir la même chose. Donc ce triangle qui est droit. Vous avez E, cette distance qu'on connaît, divisé par cette distance qui est égale à P, est égale à petit a divisé par P plus P', donc divisé par toutes ces distances. Donc d'où l'on tire petit a est égal à E, connu, multiplié par P, connu, plus P', on l'a déterminé à partir de P et de F, et divisé par P. L'intensité peut prendre donc la forme, une autre forme. Alors, si vous tracez cosinus carré en fonction de x, également, vous allez trouver des hauts et des bas, ça veut dire des interférences. On peut également déterminer très facilement l'interfrange.